Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Jacques Aristide à Washington. Ravi de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui à la une de l'actualité ce soir. Comme chaque vendredi, la mobilisation a commencé juste après la fin de la grande prière hebdomadaire. Toutefois, elle semblait l'une des plus faibles depuis le début du Hirak, le mouvement populaire inédit et massif de contestation pacifique du régime lancé le 22 février. Le cortège, moins compact qu'à l'accoutumée, contraste avec la foule impressionnante qui a rendu hommage 2 jours avant au général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée et qui était au centre du pouvoir ces 8 derniers mois après la démission forcée du président Bouteflika en avril. De nombreux manifestants brandissaient des portraits de Ramdan Aban, dirigeant politique historique du Front de Libération Nationale, assassiné il y a 62 ans, jour pour jour. Le régime algérien depuis 62, que je qualifie en tant que maire, en tant qu'un régime, une boîte de production de corrompus et de la corruption et de l'injustice sociale. Le nouveau président Abdelmajid Tebboune, qui est entré en fonction le 19 décembre, vit donc son 2e vendredi de manifestation. Sa main tendue aux contestataires qui réclament le départ de ce qu'ils appellent le système est diversement apprécié dans les rues d'Alger. Ce matin, bien avant la manifestation, les Algérois ont paru partagés sur la suite à donner au mouvement. Certains se sont montrés déterminés à continuer, d'autres se sont prononcés en faveur du dialogue ou de nouveaux modes d'action. Toutefois, ceux qui ont tenu à respecter la tradition en manifestant ce vendredi ont affiché une certaine colère, mais aussi de la détermination à poursuivre le mouvement. L'année a commencé avec la fermeture du gouvernement fédéral pendant une durée record de 35 jours, choquant les nouveaux législateurs qui ont ainsi eu droit à un petit cours de rattrapage sur la politique américaine. Il n'y a pas de période d'échauffement. Arrivé le 3 janvier, nous avons prêté serment et avons voté sur des projets de loi pour ouvrir le gouvernement. Mais le gouvernement fédéral est resté fermé jusqu'en fin janvier, retardant jusqu'à février le discours annuel du président au Congrès. Nous pouvons dépasser les divisions profondes, guérir les vieilles blessures et construire de nouvelles coalitions. Ces aspirations se révèlent rarement réalistes lorsqu'un des partis, dans le cas présent les démocrates, détient la majorité à la Chambre des représentants et que l'autre parti, les républicains, détient la majorité au Sénat. Tout le monde pointe l'autre du doigt et cela donne lieu à une impasse pendant laquelle il n'y a pas beaucoup de mouvements et pas de nouvelles politiques. Je pense que les Américains espéraient que les choses allaient bouger davantage. À la mi-décembre, le Congrès avait adopté 90 projets de loi qui sont par la suite devenus des lois, faisant de cette année l'une des moins productives de l'histoire moderne. Cette année, les audiences de destitution du président Trump ont monopolisé la Chambre des représentants. Aux États-Unis, aucun président n'est censé être un dictateur. À la surprise de nombreux observateurs, les députés ont ensuite conclu un accord avec Trump pour passer la loi relative au traité commercial avec le Mexique et le Canada. Il est toujours le président et en politique, si vous voulez faire avancer les choses, vous devez travailler avec le président. Les politiciens sont les personnes qui arrivent plus facilement que les autres à faire la part des choses. Ils savent qu'ils doivent faire avancer cette législation. Quant au projet de loi sur l'immigration, les soins de santé et le contrôle des armes à feu, ils ont cette année été mis au second plan. Néanmoins, un accord budgétaire de fin d'année a permis de financer la recherche en matière de sécurité autour des armes à feu et également la construction de certains murs frontaliers. L'âge d'achat des produits dérivés du tabac a été augmenté à 21 ans. Sur le plan international, 2019 a donné lieu à de nouvelles lois favorisant les droits de l'homme et l'autodétermination pour les Hongkongais. Nous sommes reconnaissants au président d'avoir signé cette loi. Selon les experts, cette lancée productive du Congrès devrait prendre fin en janvier, lorsque la campagne va battre son plein en vue de la présidentielle de 2020. Benjamin Netanyahou, 70 ans, dont plus de 13 ans au pouvoir, était le grand favori de ce scrutin interne qui lui avait été imposé par le député et ex-ministre Gideon Sa'ar.
Netanyahou a été inculpé le mois dernier pour corruption, abus de confiance et fraude dans 3 affaires. Pourtant, sa nette victoire de jeudi avec 72,5% des voix contre 27,5% à son rival interne ne laisse pas de place au doute. Occasion pour lui de lancer l'assaut pour l'unité. Le moment est venu de nous unir pour apporter une victoire radicale au Likoud et à la droite aux élections. La plupart des Israéliens soutiennent le Likoud et une majorité de la nation me soutient en tant que Premier ministre. La décision radicale dans les primaires a été une expression majeure de confiance sur mon chemin, sur notre chemin. Pour sortir le pays de l'impasse, des députés devront changer de camp pour rejoindre soit celui de Bernie Grant, soit celui de Benjamin Netanyahou, à moins que les 2 rivaux ne s'unissent. Mais le parti blanc-bleu refuse de partager le pouvoir avec un Premier ministre inculpé. Face à Netanyahou, Benny Grant joue la carte de la probité. Ces élections exigent que nous placions un miroir devant le parti de Netanyahou et fassions le choix de l'unité, de la dignité et de la réconciliation interne. L'État d'Israël doit prendre un nouveau cap et pour y arriver, Bleu et Blanc doit parvenir à un résultat décisif qui nous sortira à la fois de l'impasse politique et du chemin de la corruption. Selon des experts, tout l'enjeu pour Benjamin Netanyahou est de s'assurer une immunité. Et pour cela, il a besoin des 61 votes au Parlement. La loi israélienne prévoit en effet que tout ministre poursuivi pénalement doit démissionner, mais cela ne s'applique pas au Premier ministre. Comme beaucoup d'autres entrepreneurs analphabètes au Mali, Ada Tembeli a trouvé une nouvelle façon de faire des affaires via les médias sociaux et cela grâce à l'application vocale Lenali. Voici vos beaux fruits. Nous avons de belles oranges mûres, des pommes, des bananes, sans oublier de mentionner les ananas. Aujourd'hui, nous avons presque tout pour vous satisfaire. Pour nous trouver, allez au 3e pont et vous me verrez. Tembeli a déclaré que ses revenus ont triplé depuis qu'elle a commencé à utiliser l'application qui, tout comme Facebook, offre aux utilisateurs des options telles que les j'aime et les publications. Son interface est disponible dans différentes langues locales. Je l'ai installé moi-même parce que Lenali a le Bambara, le Soninké et presque toutes les langues. Je ne suis pas allée à l'école. Donc, s'il y a du Bambara, je suis évidemment intéressée. Goïta est alphabétisé, mais beaucoup de gens qui l'essaient de joindre ne le sont pas. Il affirme que Lenali est devenu populaire auprès des jeunes et que ses ventes de motos ont augmenté de 5% cette année, car désormais il peut promouvoir ses produits et partager des informations avec des clients qui ne savent pas lire. J'utilise Lenali, vraiment mon chiffre d'affaires a augmenté à 5%. Maintenant, je peux faire une vente journalière à 20 motos comme ça. Mais avant, ça me faisait la peine de faire même 5 motos par jour. Lenali a été développé par Mamadou Gouro Sidibé, un ingénieur informatique du Mali. Il a dû quitter une carrière prometteuse en France pour travailler sur ce qu'il dit être le seul réseau vocal au monde disponible dans différentes langues ouest-africaines telles que le Bambara et le Soninké qui sont parlés au Mali. Je pense à dire que Lenali va être un réseau social, donc vocal en langue locale. Donc, parce qu'il fallait permettre aux personnes comme lui déjà de comprendre ce qu'ils font quand ils essaient d'installer. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de personnes se font installer des outils parce qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas le faire. Donc, c'est dans cette optique-là, on a fait des guides vocaux, des instructions vocales en langue locale. Donc, pour qu'ils puissent comprendre ce qu'ils font. Et jusqu'à arriver à un profil vocal où, si on sait écrire, on met de façon écrite son profil, mais si on ne sait pas le faire, on les dit et puis l'application enregistre. Ensuite, on peut faire des publications vocales, des commentaires vocaux et vraiment tout peut se faire dans l'application sans jamais avoir besoin d'écrire un seul mot. Selon les Nations Unies, seulement 33% des Maliens sont alphabétisés. L'application gratuite, disponible depuis janvier 2017, compte aujourd'hui 73 500 utilisateurs, a déclaré Sidibé et devrait devenir rentable lorsqu'elle atteindra 200 000 utilisateurs.
David Kemboi, un agriculteur kényan de 62 ans, trie les tiges de maïs séchées dans sa ferme de 21 hectares située dans le comté de Trans Nzoia. Il transforme ce qui aurait pu être une récolte abondante en ensilage pour nourrir ses troupeaux de bovins. David explique que les fortes pluies ayant touché de nombreuses parties de l'Afrique de l'Est ont donné lieu à de maigres récoltes. Au moment où nos cultures poussaient, nous espérions d'excellents rendements. Nous avions investi massivement dans tout ce que nous cultivions. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu obtenir une récolte satisfaisante, ce qui signifie que beaucoup d'argent a été jeté par la fenêtre. Des millions de personnes ont été forcées de se déplacer suite aux multiples inondations qui ont affecté cette année la Somalie, le Kenya, l'Ouganda, le Soudan du Sud et l'Éthiopie. Ces inondations ont causé des centaines de morts. En novembre, le Soudan du Sud a déclaré l'état d'urgence dans 27 zones, avec près d'1 million de personnes touchées. Selon l'agence météorologique kenyane, les pluies sont causées par une irrégularité appelée dipôle de l'océan Indien, plus connue sous le nom d'El Niño. Il s'agit d'une oscillation de la température de la surface de la mer qui apporte des conditions météorologiques extrêmes aux pays voisins de l'océan Indien. Bernard Chanzu est directeur adjoint de l'agence météorologique kenyane. Il indique que presque tout le Kenya a reçu cette année des pluies nettement supérieures à la moyenne. Dans certaines stations météorologiques, à l'exemple de Meru, nous avons enregistré des seuils de précipitations dépassant de 200% la moyenne à long terme de la région. Avec les niveaux de dioxyde de carbone atteignant de nouveaux sommets, le Dr Richa, un scientifique spécialisé dans la recherche sur le climat et l'agriculture, déclare que les Africains doivent désormais s'attendre à plus de réactions météorologiques extrêmes. Les variations climatiques associées à ces événements extrêmes de sécheresse et d'inondation seront de plus en plus fréquentes et intenses dans l'avenir. Cela signifie que différents secteurs seront affectés, la santé, l'agriculture, mais également l'énergie. Selon des experts comme le Dr Richa, la solution pour David Kemboi et d'autres agriculteurs africains serait de s'adapter au changement climatique. Il estime que cela ne peut se faire sans l'aide du gouvernement et des agences spécialisées qui doivent accompagner les fermiers dans la mise en œuvre de nouvelles pratiques agricoles telles que les méthodes d'irrigation alternatives et les techniques de stockage efficaces de l'eau. Bonsoir à tous. La troisième journée des phases de groupe de la Ligue des champions CAF a débuté ce vendredi. 1er de agosto joue contre TP Mazembe et depuis 19h temps universel, Raja Casablanca devait être aux prises avec la JS Kabylie tandis que l'Espérance de Tunis devait affronter l'AS Vita Club. Et pour demain samedi, voici les affiches. À 13h temps universel, Zesco United sera avec Zamalek. 16h temps universel, Étoile du Sahel contre à Lille. Et 16h temps universel, USM Alger, Mamelodi Sundowns. Et à 19h temps universel, Wydad Casablanca et contre Petro de Luanda. Le dernier match sera aussi joué entre Al Ahly et Platinum. Et concernant Liverpool, confronté aux absences de plusieurs joueurs défensifs, Liverpool a rappelé le défenseur central Nathaniel Phillips, qui est âgé de 22 ans. Il était prêté cette saison en deuxième division allemande à Stuttgart. Le joueur rejoindra les Reds le mois prochain après avoir participé à 11 rencontres, toutes compétitions confondues en Allemagne. Et il pourrait être aligné dès le troisième tour de la Coupe d'Angleterre contre Everton le 5 janvier. Le Rayo Vallecano, club de football de deuxième division espagnole, a été frappé d'une amende de 18 000 € et de huis clos par la Fédération espagnole pour des chants et insultes contre l'Ukrainien Roman Zozulia, traité de nazi par une partie de ses supporters. Le match du Rayo contre Albacete, l'équipe de Zozulia, avait été interrompu le 15 décembre dernier à la mi-temps à cause de ces chants. La seconde période devra se jouer à huis clos. Le Rayo, 14e de deuxième division espagnole, sera en outre obligé de jouer 2 rencontres supplémentaires
en clôturant la tribune d'où provenaient les chants en question. Pour terminer en athlétisme, l'agence russe antidopage Rosada annonce avoir envoyé à l'agence mondiale antidopage des documents pour contester l'exclusion de la Russie des compétitions sportives mondiales à cause de falsification des données antidopage. Conformément à la procédure, l'AMA doit désormais saisir le tribunal arbitral du sport. À cause des scandales de dopage, la Russie ne pourra pas participer pour 4 ans aux principaux événements internationaux, notamment les Jeux olympiques 2020 et 2022, ainsi que la Coupe du monde de football 2022. Les sanctions prévoient que seuls des sportifs russes triés sur le volet pourront participer aux compétitions, mais sous le drapeau neutre et sans que l'hymne national ne soit joué. C'est tout pour aujourd'hui, Jacques. Excellent week-end à tous. Et voilà, point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous lundi, même heure, même endroit. Je vous souhaite une très belle soirée et un très bon week-end. Et nous pensons très fort à notre ami et notre collègue John Lyndon. À très bientôt. Au revoir.